Ça, c'est la BMW i5. Oui, c'est la version 100% électrique de la nouvelle série 5 de BMW. Ouais, je sais, c'est comme un peu aimer la bière sans alcool. Bienvenue sur En roue libre, moi c'est Martin et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre si la bière sans alcool, ça peut avoir du goût et on va aussi juger de l'intérêt de cette BMW i5 40e. Au passage, la production de cette vidéo et de cet essai est sponsorisée par Endcharge, mais je t'en dirai beaucoup plus quand on rechargera justement notre i5. Je suis hyper content de tester la i5 dans sa version la plus normale et pas dans sa version M60, hyper énervé avec son pack M, ses gros boucliers, son côté machin bourrin et ses 560 chevaux parce que moi, cette nouvelle série 5, en particulier dans sa version électrique, j'ai envie de l'avoir justement dans la substantifique moelle de ce que doit être une série 5, à savoir une berline chic, classe et surtout une très bonne routière au long cours et pas un truc super énervé qui envoie du steak dans tous les sens. D'entrée, côté design, il y a un truc, une particularité de cette i5 40e qui est on va dire la version plus classique de la i5 électrique, ce sont ces bas de caisse. Normalement sur la version M avec le pack M que tu peux même avoir sur cette voiture là, sur ce modèle là, bah t'as un des bas de caisse, tu sais, le noir laqué très simple, très imposant, très sobre, enfin sobre, bon, très sportif on va dire. Là on a quelque chose avec un espèce d'effet 3D, c'est un peu bizarre au premier abord. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est un peu bizarre quand même, mais en fait, ça rend le bas de caisse de cette voiture beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fluide, beaucoup plus effilé, beaucoup plus chic, moi je trouve. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Et au-delà de ces bas de caisse, moi, il y a plein d'éléments de design que j'aime beaucoup sur cette i5. J'aime beaucoup le fait que les poignées de porte, à l'avant et à l'arrière, soient affleurantes. C'est chic. J'aime bien ces rétros avec cette branche classique. C'est classique. J'aime bien cette calandre qui fait pas trop gros haricot ou trop naseau de roi cochon dans Angry Birds, tu sais, comme sur le BMW XM. Tu vois pas de quoi je parle? Je te remets le test par ici. Ouais, cette calandre de la BMW i5, elle conserve le côté un peu plus élégant, un peu moins gros tata des nouveaux designs récents de BMW, tout en étant un petit peu quand même moderne, puisque on a l'option petite calandre illuminée qui est ou pas. Et surtout, on a un côté fermé pour que ce soit aérodynamique. Et puis dernier truc que j'adore sur le design de cette BMW i5, ça, pas le capot, mais surtout cette petite nervure là que tu as autour du logo BMW. Ça, c'est hyper élégant, c'est hyper raffiné et c'est surtout hyper BMW. Bon, autant je trouve les bas de caisse un petit peu élégants de cette i5 40e, autant cette finition là à l'arrière, ces espèces de petits sous-boucliers un peu tendance alu mais plutôt très plastique, je suis pas persuadé que ça apporte beaucoup d'élégance. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Je sais pas, moi ça me parle pas trop. Bon, par contre, il y a un truc qu'il faut assez vite réaliser, c'est que cette BMW i5, elle a quasiment la même taille qu'une ancienne série 7. Elle fait 5,06 m de long, c'est 10 cm de plus que l'ancienne génération de série 5. La i5, elle fait 1,90 m de large et 1,52 m de haut. C'est environ 3,2-3,6 cm de plus en largeur et en hauteur que l'ancienne série 5. Par contre, côté empattement, ça bouge quasiment pas, voire pas du tout par rapport à l'ancienne génération. On a toujours 3 mètres entre les deux essieux. Au fond, ce qui est chouette avec le design de cette BMW i5, c'est qu'il ne tranche pas autant que d'autres modèles de la marque du style BMW XM ou voire même la BMW iX qu'on t'avait présenté il y a quelques temps sur En roue libre. Là, on est vraiment sur un design à la fois moderne, un petit peu retravaillé, mais consensuel dans les lignes, on s'y retrouve. Et je me demande si au fond le côté un peu classique, consensuel, presque passe-partout, rien à voir avec Fort Boyard, de cette BMW i5, il cherche pas aussi à plaire à un maximum de monde, d'autant plus que cette i5 là, elle va débouler avec tout un tas de motorisations différentes. Et oui, parce que cette 8e génération de série 5, la G60 qu'on a ici à l'essai en mode électrique, déboulera aussi avec une motorisation soit hybride rechargeable, soit essence, soit même diesel. Comme quoi, tu auras le choix des bières au comptoir. La série 5, c'est avant tout une routière, donc partons autorouter avec notre bière sans alcool, notre i5 électrique. Direction Le Mans pour notre traditionnelle ou quasi traditionnelle boucle autoroutière. Alors premier truc très important, est-ce que c'est facile de planifier son trajet et surtout est-ce que le planificateur intégré de cette i5 prend en compte le fait que oui, c'est une électrique, donc il va falloir qu'elle nous rassure. Typiquement, on a envie d'aller au Mans, 177 km, démarrer le guidage, crac, ça nous dit quoi? Itinéraire recommandé 2h34, un certain retard attendu, très bien. Et là, tu vois, vu qu'on partirait dans l'idée avec 47% de batterie, il nous faudrait un petit arrêt de recharge, par ici, un arrêt de 10 minutes, voilà, 10 minutes de charge.
Bon alors, je vais pas te cacher que j'ai un petit peu trichouillé, parce que quand j'ai commencé le vrai trajet, je l'ai commencé à la nuit noire. Et on a commencé avec 80% de batterie. Et tu vas le voir, on n'a pas eu besoin de s'arrêter. Pourquoi j'ai recommencé cette intro? Parce que quand j'ai fait cette séquence-là sur le planificateur, on voyait rien et c'était pas très évident. Mais tu vas voir, dans le trajet, le jour va se lever et ce sera beaucoup plus agréable. Alors, c'est parti! On n'a pas parlé des conditions météo de notre test autoroutier. Tu le vois, il fait un peu grisounet. Bon, il est un peu tôt ce matin, hein, c'est pour ça que la lumière est un petit peu, voilà, comme ça. Il fait 6,5 degrés aujourd'hui et a priori, il devrait y avoir un peu de vent sur notre trajet vers Le Mans. Ça va peut-être pas forcément être hyper idéal pour la consommation globale de notre i5, mais c'est pas non plus des conditions totalement extrêmes. Donc normalement, on devrait avoir des valeurs de conso, en particulier à 130, qui devraient être assez justes. Tu te doutes bien que tout au long de cette boucle autoroutière, de trajet global, on va se faire des points consommation pour avoir une idée un peu plus précise des valeurs de consommation, donc de cette BMW i5. Là, on sort de notre premier petit bout de cycle urbain, on commence à enquiller la N118, donc une nationale un petit peu plus rapide, et on était aux alentours de 16,8 kWh au 100 km, ce qui est quand même pas nul, mais pas foufou dingo. Petite précision sur les conditions de ce test, j'ai pas du tout coupé la clim, j'ai pas du tout coupé le chauffage, d'ailleurs là c'est le volant qui est chauffant, et j'ai les sièges chauffants aussi un petit peu, donc voilà, j'ai pas enlevé, je me mets pas en mode caillante, je n'économise pas grand chose, je n'économise rien du tout, je me mets en mode normal, ni efficient ni rien du tout, en mode normal, et on verra bien donc ce que ça va donner au niveau des consommations. Voilà, tu sais tout. Alors ça donne quoi? Notre consommation à une vitesse un peu plus élevée, aux alentours de 90, 110, hop, on voit une consommation moyenne par ici de 21,7 kWh. Et dis donc, ça grimpe un peu, non? Ça y est, nous voilà enfin sur l'autoroute. Et le premier truc qui me dérange, c'est l'ambiance sonore. On est très exactement à 132 régulateurs, donc 130 km/h GPS. Et il y a des bruits d'air, quoi. Il y a des bruits de roulement. Écoute. C'est fou. Enfin, la chaussée est bonne, il n'y a pas de raccord dans tous les sens. On est sur la 10, donc c'est une route qui est bien bitumée. On entend les camions, qu'on double pourtant 2 voies à côté. Mais la série 5, normalement, c'est une routière. Une routière, normalement, de ce calibre-là, l'une de ses principales qualités, justement, c'est le silence de fonctionnement, surtout à vitesse d'autoroute. Et là, c'est désagréablement surprenant. Et il y a un truc, moi, qui me dérange, c'est qu'on est quand même dans une voiture haut de gamme. On est quand même dans une voiture à plus de 100 000 €, en tout cas pour le véhicule qui nous importe là. Et il n'y a pas la moindre possibilité, ne serait-ce d'option ou même de upgrading pour avoir des vitraux un peu plus épais. Tu sais, les fameux vitraux acoustiques, phoniques, tu appelles ça comme tu veux. Là, on a des vitres normales, hein, elles sont pas dégueulasses, hein, mais c'est pas des vitraux gigantesques, un peu plus acoustiquement proof, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça participe pas à la qualité globale qu'on attend, en tout cas de routière, d'une série 5, et en particulier d'une série 5 électrique, puisqu'elle fait pas de bruit. On entend beaucoup plus les bruits d'air autour, et là, c'est vraiment le cas. Qui dit autoroute, trajet au long cours, dit mise en route du régulateur, qui évidemment est adaptatif. Alors je dis évidemment, mais c'est pas si évident que ça, parce que nos copains de chez BMW, sur ce coup-là, ils sont un brin mesquins, si ce n'est carrément mesquin, parce que la BMW i5 ne déboule pas de série avec un régulateur adaptatif. Ça fait partie d'un pack, et il y a même 2 types de packs. Là, on a le pack le plus starbé avec le Drive Assist Pro qui coûte quand même 2000 € et qui nous offre un régulateur adaptatif hyper perfectionné, ça c'est pas le problème. Mais je trouve ça quand même hyper tendax de débouler avec une BMW de ce type-là, qui quand même est dédiée au long trajet, sans régulateur, voire même sans régulateur adaptatif. Que tu doives payer pour avoir la version plus, pourquoi pas, mais pour avoir un régulateur classique, faut payer. Ça, c'est pas cool. Vraiment pas cool. Heureusement, ce régulateur adaptatif, ce Drive Assist Pro de chez BMW qui équipe cette i5, il est génial. Il est génial parce que il te permet de quasiment lâcher les mains, quasiment, sans avoir de gros soucis. Bon, évidemment, au bout d'un moment, la voiture te rappelle à l'ordre, hein, parce que chez nous, la conduite autonome de niveau 2, c'est pas possible.
c'est pas légal. Alors qu'ailleurs, ça existe. En Allemagne, par exemple, je sais que cette BMW i5 te permet de clairement lâcher les mains sur le volant et presque de faire des mots croisés, presque. Parce que concrètement, la voiture, une fois qu'elle est sur ses rails, elle est tellement bardée de capteurs, de caméras et de technologie qu'elle sait parfaitement se débrouiller toute seule. Et même, il y a un truc qui est complètement dingue que malheureusement en France on ne pourra pas tester, c'est le fait que tu puisses lâcher donc les mains à 130 sur autoroute, crac, tu lâches les mains, et quand tu veux doubler, la voiture va juste te dire « ce serait pas mal qu'on double là ». Elle te demandera juste de vérifier avec les yeux les angles morts, qu'il n'y a pas une voiture, que la voiture te laisse quand même un petit brin de contrôle là-dedans, et elle déboîtera toute seule, et elle doublera toute seule. C'est pas la classe ça? Par contre, ce régulateur adaptatif de la BMW i5, il me dérange un peu sur un aspect, c'est le fait que tu ne puisses pas, de façon simple, régler, tu sais, la distance minimale ou maximale avec le véhicule qui te précède. D'habitude, sur n'importe quelle bagnole ou sur la grande majorité des bagnoles, avec un régulateur adaptatif, tu as une petite touche ou clac-clac et tu peux gérer de façon assez facile, tu sais, sur une sorte de petite échelle, la distance avec le véhicule qui te précède. Là, il faut aller plonger dans les menus de la BMW et c'est vraiment au moins, je sais pas, 3, 4, 5 actions pour aller gérer cette distance. Est-ce que c'est fondamentalement gênant? Pas tant que ça, dans le sens où tu vas pas la gérer tous les 4 matins. Mais perso, moi, j'ai l'habitude d'utiliser ce genre de régulateur avec, justement, en jouant avec cette distance minimale ou maximale. Bon, c'est une habitude perso. Donc moi, ça me gênouille un peu. Peut-être que toi, ça ne va pas te gêner. Mais en tout cas, c'est pas un réglage qui se fait de façon hyper simple. Et dis donc, ce serait pas le moment de se faire un petit point consommation parce que ça fait quand même un peu plus de 100 bornes qu'on est sur autoroute, donc on devrait avoir une valeur moyenne un peu plus affinée. Eh bien, notre moyenne depuis notre démarrage, donc ça comprend un petit bout de consommation un peu moins tenue, mais quand même, est de 23,3 kWh au 100 km. Donc on se rapproche très tranquillement des 24 kWh que j'estimais probable à une vitesse stabilisée aux alentours de 130. En soi, c'est pas mauvais, mais en vrai, pour une marque comme BMW qui commence à avoir une certaine expérience de l'électrique, et en particulier d'électrique longue distance, je trouve pas ça si foufou en termes d'efficience. Qu'est-ce que t'en penses toi? Il y a un truc qui me plaît beaucoup à l'usage, et en particulier sur autoroute avec cette BMW i5, c'est la vision d'ensemble que tu as avec cette voiture, surtout avec les deux énormes rétros latéraux. Bon, c'est eux qui clairement font un peu de bruit, hein, on se le dit. C'est quand même un truc de malade ce côté acoustique, je suis désolé, je reviens dessus, mais bon. Tu vois, là, une voiture qui me double, je l'ai entendu comme si c'était, comme si j'avais les fenêtres ouvertes, j'exagère un petit peu. Mais bon, au côté rétrovision, on a quand même quelque chose qui est hyper chouette parce que tu vois hyper bien ce qui se passe, tant sur les rétro-latéraux que sur le rétro droit, même si évidemment quand tu dois avoir des gens derrière, tu dois voir un peu leur tête, mais globalement, ça c'est chouette parce que tu pourrais te sentir un petit peu débordé par le gabarit global de la bagnole, mais voilà, la taille des rétros et ce côté vision globale, voilà, ça rassure, ça participe à ce côté un peu voyage facile, quoi. Ça c'est à noter, c'est important de le noter, je trouve, hein. Tu trouves pas, toi, que c'est important la vision? Ok, niveau acoustique, cette BMW i5, c'est clairement perfectible, surtout sur voie rapide, comme on est en train de le vivre. Par contre, là où on est au rendez-vous, c'est au niveau du confort des suspensions. Cette voiture-là est équipée de toute façon à l'arrière, au moins à l'arrière en tout cas, de suspension pneumatique. Là, à l'avant, on n'a pas le total full package suspension pneumatique. On a vraiment quelque chose qui filtre extrêmement bien les aspérités de la route. Et on a un très très bon entre-deux, surtout entre quelque chose de trop mou, tu sais, qui pompe un petit peu pendant des centaines de mètres derrière l'aspérité, qu'on essaye de gommer, et quelque chose de trop dur qui va te... On est vraiment dans un entre-deux hyper chouette qui permet justement de ressentir quelque chose de très lisse dans la gestion des aspérités de la route. Et ça, c'est hyper important sur un long trajet. Et deuxième truc qui participe au confort global, surtout sur long trajet de cette BMW i5, ce sont évidemment ces sièges. BMW, c'est vraiment une marque qui est reconnue pour faire des sièges hyper accueillants, hyper confortables. C'est évidemment le cas de cette BMW i5, avec un petit bémol quand même. Je m'attendais à un niveau de confort un petit peu plus grand, parce que j'avais le souvenir de sièges complètement starbés à ce niveau-là, qui étaient ceux du BMW X5 45e qu'on avait essayé il y a quelques temps sur en roue libre. Et j'avais vraiment un souvenir de
de tomber dans un espèce de nuage hyper enveloppant. Ces sièges-là, je les trouve pas inconfortables, loin de là, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus enveloppant, d'un peu plus moelleux. Alors je sais pas si c'est le cuir, je sais pas si c'est la dureté de l'appui-tête que je trouve un peu, je sais pas, un peu raidos, un peu partout. C'est pas inconfortable une fois de plus, mais ça pourrait être, à mon sens, un petit peu mieux, surtout pour une voiture dédiée à de longs trajets comme cette i5. Ah bah tiens, des bouchons. Bon bah on va quand même en profiter pour parler d'un truc assez important, mine de rien aussi, dans les bouchons, sur un long trajet, bah voilà, ce sont des choses qui arrivent, c'est la sono, et en particulier la qualité de la sono qui équipe ta routière. Alors notre BMW i5, elle arrive avec une sono Harman Kardon. Alors je vais pas te dire que c'est le son le plus dégueulasse de la Terre, loin de là, mais encore une fois, je mets un petit bémol là-dedans, parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus enveloppant, une fois de plus, de beaucoup plus réglable, entre guillemets. Là, on peut juste gérer un peu les aigus et les basses et le côté un peu surround de l'ensemble, et c'est pas fifou, hein, c'est pas à hauteur du prix global de cette voiture. Il y a quelque chose, il y a un petit décalage qui me dérange un peu. Peut-être que je suis très mal habitué, une fois de plus, avec mes tests ces derniers temps de marques complètement starbées de ce style-là, genre Rolls-Royce. Peut-être aussi que c'est l'insonorisation un peu perfectible de cette BMW i5, en particulier à des hautes vitesses, qui me fait dire que cette sono n'est pas aussi présente qu'elle pourrait et qu'elle devrait l'être à mon sens. Dis-moi en commentaire si tu as essayé cette sono de la i5 et que je dis une grosse bêtise et que je suis un peu trop exigeant. Mais je crois qu'au tarif auquel on va acheter cette voiture-là, on est en droit d'être exigeant sur un détail qui n'en est pas un, à savoir cette sono-là. Ok, c'est cool, on est bien arrivé à destination, nous sommes bien au Mans, juste à côté du circuit. Par contre, il nous reste 17% de batterie, donc pour rentrer à Paris, autant te dire qu'il va quand même falloir qu'on se trouve une station de recharge. Donc cherchons une station de recharge et regarde, grâce au GPS et à la capacité de cette voiture à trouver des bornes, bah tu vas voir que c'est assez facile. Concrètement, voilà, on se retrouve avec le grand écran hyper tactile, tu vois, qui est hyper responsif, ça c'est super cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que ici, crac, tu as une petite borne de recharge, enfin une petite prise qui te dit « Recherche de station de recharge en cours ». Alors, ah bah super, regarde, on a une Electra, donc ça je sais de source sûre que ça envoie du steak. Donc on clique sur notre truc Electra, tac tac tac, on a des informations complémentaires, on a 214 kW, c'est des CA type combo 2. Ok, voilà, c'est plutôt pas mal ça, puisque notre bête elle prend jusqu'à 200. Eh bah, génial, 214, on est un tout petit peu au-dessus. Dans les environs, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben c'est chouette, on peut savoir qu'il y a des magasins, qu'il y a peut-être 2-3 trucs. Bon bah c'est génial, on a quand même 2-3 infos. Allons, démarrons le guidage vers cette station-là. Il y a un truc qui est hyper chouette quand tu recharges une BMW i5, à l'inverse de pas mal de voitures électriques, sauf Tesla par exemple, bah tu peux t'occuper pendant les recharges. Regarde à quoi tu as accès, il y a plein de trucs, tu peux jouer à la console. Mais moi, je vais te proposer une activité à la fois qui va te faire passer ce temps de recharge un peu plus facilement et qui en plus va potentiellement te faire gagner du pognon. Parce que oui, je te l'avais dit en début de cette vidéo, mais la production de notre essai, de toute cette vidéo, est sponsorisée, et on les en remercie, par Encharge. Encharge, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est une application très particulière. Encharge, c'est en gros une application qui va être une sorte de compagnon d'immobilité. C'est comme ça qu'ils se définissent. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans cette application, c'est qu'en gros, tu vas aider à évaluer les infrastructures de recharge que tu vas rencontrer. Tu vas devenir une sorte de détective de l'électrique, de Sherlock Holmes de la Watt. Et donc ces défis que tu vas relever pour aider les autres utilisateurs à bien évaluer la fiabilité de toutes les bornes que tu vas rencontrer, bah, ça va te rapporter quelque part un peu d'argent. Alors pas directement, mais ça va te rapporter ce qu'appelle Encharge des kilomètres. Comment ça, des kilomètres ? Tu vas relever par exemple un défi qui va te rapporter 10 km. Bon, ça va pas te faire gagner 10 km au final, ça va te rapporter 10 km fois 0,08, parce que 1 km chez Encharge, c'est 0,08 € en gros. Plus tu vas réaliser de défis, plus tu vas évaluer les bornes de recharge que tu vas rencontrer, et plus potentiellement tu vas pouvoir échanger ces kilomètres contre des vrais euros de recharge. Chez des opérateurs comme Ionity par exemple. Sur autoroute, ça peut être viable. Et le truc, c'est que le résultat de tes enquêtes de Sherlock Holmes de l'électrique, eh ben, ils sont partagés avec les autres utilisateurs, mais aussi avec les opérateurs des bornes que tu as évaluées. Donc ça peut permettre globalement à l'expérience de recharge d'être 1, plus fiable, 2, plus fluide, et 3, bah plus cool, non ? Au passage, si tu veux gagner 20 km d'entrée, bah, tu utilises le code que je vais te mettre en dessous et le lien qui sera en description sûrement de la vidéo. C'est moi qui offre, ça me fait plaisir. Bon, avant de te montrer un peu plus les défis qu'on va pouvoir relever sur cette borne-là, on va quand même brancher la voiture et commencer à regarder un peu comment elle charge. Qu'est-ce que t'en dis ? Branchons la bête.
Voilà. On prend 75 kW, c'est en train de grimper. Il nous faudra 38 minutes pour aller jusqu'à 80%. Parce que là, le 15-80 en 38 minutes, c'est pas foufou. On regarde ce que dit la voiture à l'intérieur. Ça nous dit qu'on sera à 90% à 14h06, sachant qu'il est 13h17. Donc ça, c'est le pic de charge que je lui ai demandé. Mais là, pour l'instant, on prend 184 kW, 183. On prend pas le pic de charge, donc on était peut-être un petit peu trop haut en remplissage de batterie, j'ai envie de dire. Mais là, on est aux alentours de 20% et on prend encore 174 kW. C'est quand même pas trop mal. On va voir si ça tient dans la durée. Pendant que notre BMW i5 40e recharge tranquillement, et ben on va en profiter pour relever un petit défi de notre application N-Charge. J'ouvre mon application et qui, avec la géolocalisation, m'a repéré. Bon, évidemment, j'ai pris cette borne-là aussi parce que j'avais vu qu'on pouvait faire des trucs dessus. Hein, il y en a là-dedans. Et ben donc, regarde, on a un premier défi ici on peut cumuler 10 km. Crac! Ça nous dit quoi? Évaluons l'accessibilité de la borne de recharge. Alors, est-ce que c'était impossible? La borne n'est pas trouvée. Est-ce que c'était facile ou est-ce que c'était difficile? Moi, je dis que c'était facile. Prends une photo de l'ID de la station de recharge. Faut que j'aille dehors. Alors allons prendre la photo de l'ID de la borne de recharge. Alors l'ID c'est quoi? Est-ce que c'est ça? Ça doit être FRLA 4J, ouais c'est ça, regarde, alors crac. Donc on fait prendre photo, on prend une photo, bing, ok, utiliser. Donc j'utilise la photo. Et alors la borne est-elle actuellement opérationnelle ou hors service? Elle est allumée, prête à recharger. Prendre une photo de la borne de recharge, donc ça je pense que c'est plutôt une photo un peu plus large de la borne. Tu vois, donc genre crack, comme ça. Donc je prends ma petite photo, histoire de dire, bing, voilà, super. Utiliser, c'est pas très compliqué jusque-là. Photographier l'intérieur d'au moins une prise de charge et évaluer l'état des prises. Les prises de recharge, elles m'ont l'air en bon état, regarde, ça a l'air pas mal. Ok, donc je dis prise en bon état. Suivant. Prendre une photo, crac. Je prends une photo, on montre. Schlac. J'utilise, ok, super. Suivant. Quel est ton avis sur l'état de l'écran? L'écran s'allume correctement, l'écran est noir, l'écran il est plutôt très bien. L'écran s'allume correctement, il n'y a pas de petits pets dessus, pas de souci, ok. Comment décririez-vous l'état du câble de recharge et du support du câble? Pareil, ça a l'air plutôt très bon, les connecteurs sont bons, il n'y a pas de fil qui déconne. La gestion des câbles fonctionne correctement, voilà, pas de souci, crac, suivant. Y a-t-il d'autres anomalies à la borne ou dans les environs immédiats que l'opérateur doit vérifier? Non, je sais pas, moi j'ai l'impression que tout a l'air assez acceptable. Tout est propre, la borne a l'air assez neuve, tout est impeccable. Crac, suivant. Le processus de recharge a-t-il démarré correctement? Tout à fait. Oui. Comment avez-vous réactivé la borne de recharge? Avec une carte machin. Quel fournisseur de carte avez-vous utilisé? Ça peut te foutre. Autre, voilà. On saisit, donc c'était la carte de chez Chut, attends, charge, map, crac, suivant. Le processus de recharge s'est-il déroulé à la vitesse de recharge prévue? Ouais, plutôt. Prendre une photo du parking, y compris les marquages. Alors, on va prendre une photo des marquages et du parking, voilà, crac. Ok. Pareil, on va utiliser. Évaluer la propreté de l'environnement. C'est quand même pas mal, non? Qu'est-ce que t'en dis? C'est plutôt propre, c'est nickel, moi je mets 5 étoiles. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec nous? Moi je mets RAS, OK, et on publie. Et là, on vient de gagner 10 km. Après un examen qui prend généralement 1 à 2 jours, vous recevrez 10 km. Voilà, c'était pas très dur, non? Bon, et pendant qu'on évalue notre borne de recharge, ça donne quoi au niveau justement de la courbe de recharge de cette BMW i5? Là, tu le vois, on a passé les 40% de remplissage de batterie. Ça nous offre un range de 148 km, voilà, c'est plutôt chouette. Et on prend 121 kW, 120 kW. Ça, c'est plutôt bien d'avoir une courbe de charge qui tient une puissance relativement élevée, aux alentours de 120-130 kW quand tu as un tout petit peu en dessous de 50% de batterie. Ça veut dire que voilà, tu ne vas pas passer trop de temps pour retrouver une charge acceptable pour refaire, on va dire, 200-300 km sans trop de soucis. Pour aller jusqu'à 90%, même pas jusqu'à 100%, il nous faudra encore un peu plus de... Il est 13h26 et ça nous dit 90% à 14h08. J'ai presque envie de dire qu'on va viser ce truc-là, parce que comme ça, je vais pouvoir aller faire d'autres petits défis et gagner plein de kilomètres. Par contre, il y a vraiment un truc là qui n'est pas en train de me faire plaisir, c'est la courbe de charge de notre i5, parce que là, on approche des
70% de charge de batterie et on est en train tranquillement de descendre justement aux alentours des 70 kW, ce qui est pas énorme pour une grosse voiture comme ça qui est censée justement faire de la grosse route, quoi, tu vois, donc charger vite. Ah oui, taille au messire. Regarde, 262 km, normalement ça devrait largement le faire. 90% à 14h07, il est 43, on a encore plus de 20 minutes de charge. Moi c'est bon, allez, on se taille d'ici. On va dire stop. Voilà, stop, on a repris donc 47 kWh en 27 minutes quasiment. On remet notre trappe et on est reparti. Tiens, avant de reprendre totalement la route, je te propose deux trucs. Un, qu'on remette à zéro le compteur de kilowattheure. Là, tu vois, on a fait 217,4 km et on a une moyenne de 23,1 kWh au 100. On est à 0, 0, 0, 0. Et deuxième truc que j'ai envie d'essayer, c'est de changer le mode de conduite. Là, j'avais pas spécialement mis le moindre mode, c'était le mode, on va dire, normal de la voiture qui se met classiquement en route quand tu mets la voiture en route. Quand tu appuies sur le mode, là, j'entends juste en dessous, là, tu vois, ici, tac. Et là, tu as plusieurs modes. Tu as personal, donc ça, c'était celui qui était actif. Tu as sport, tu as efficient, tu as expressif. Moi, j'ai envie d'essayer efficient. Moi, j'ai envie de voir si ce mode efficient, il va changer quelque chose sur la consommation globale de la bagnole. D'accord? Donc, c'est pour ça que je l'ai enclenché, que je vais le laisser sur tout le trajet retour avec remise à zéro en plus des compteurs. Et tu vois, encore une fois, un truc hyper cool. La fameuse réalité augmentée là qui te dit que il faut aller à gauche, que tu vois quand même les voitures qui roulent devant toi, c'est quand même hyper chouette. C'est quand même hyper chouette et à la fois ça peut être un peu déconcertant, un peu déconcentrant, mais c'est quand même globalement super chouette. Parce que ça te dit qu'il faut aller à gauche. Et si tu te rates, vraiment, tu fais exprès, quoi. Parce que tu vois que c'est marqué là, et qu'en plus, c'est marqué sur la visée tête haute, et en plus c'est marqué là. Donc si tu y vas pas, c'est que vraiment tu fais exprès. Nous revoilà sur autoroute, donc une fois de plus c'est limité à 130, et un truc qui est assez rigolo, c'est que quand tu mets le régulateur adaptatif en route, il te met pas à 130, enfin tu lui dis tiens 130, il te dit 7 à 130, tu vois, tu as le panneau 130, mais il te met d'office à 133. Genre en petit malin qu'il est, il te met à la vitesse GPS. Ça c'est hyper cool, et ça fait ça avec toutes les vitesses, pour être sûr que tu te traînes pas trop. Ça, c'est chouette. Merci beaucoup. Voilà, on vient juste de revenir à notre point de départ de ce matin, de notre grand trip de 400, un peu plus de 450 km. Aller-retour, et notre consommation sur ce retour donc de 220,4 km et très exactement de 20,6 kWh au 100 km. Mine de rien, le mode Efficiency doit jouer à plein là-dedans. Je vais me rencarder pour être certain que ça joue vraiment, mais je ne vois pas pourquoi ça ne jouerait pas. En tout cas, là, en termes de conso, on est quand même 4 kWh au 100 de moins qu'à l'aller. Une bonne moyenne, c'est aux alentours de 22, 22,5 kWh au 100 km, à une vitesse stabilisée à 130 km/h pour cette i5. L'intérieur de cette BMW i5 est un peu à l'image de son design extérieur. Tu t'y retrouves, t'es pas totalement perdu, mais il y a quand même 2-3 trucs où tu les regardes et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Déjà, d'entrée, premier truc, qu'est-ce que c'est ce bandeau bizarre, un peu lumineux, qui court le long de la portière, qui vient par ici, qui va sur le centre et qui va jusque là. Et de l'autre côté, évidemment, sur la portière, parce que bon, c'est joli, hein, ça s'éclaire dans tous les sens, machin, tout ça bidule, mais c'est quand même un peu étonnant, parce que tu as quand même pas mal de fonctions dessus, qui sont à la fois tactiles, mais pas vraiment. Tu vois, c'est un peu bizarre, c'est un peu étonnant. Et deuxième détail, tant qu'on est sur les portières et les ouvertures de porte et autres, c'est quoi cette poignée de porte qui en plus est dans un espèce de vrai faux bout de métal un peu plastifiant, qui s'ouvre en plus à l'envers. Au début, t'es un peu genre comme un gogol. Bon, une fois que t'as compris, tu sais que ça s'ouvre comme ça. Mais c'est pas très pratique et c'est bon, plastique quoi. Enfin, c'est pas foufou quoi. Et tant qu'on est sur le rayon plastique, c'est quoi ça? Des Komodo limite plastique bas de gamme dans une bagnole à plus de 70 000 balles de base et à plus de 100 000 € dans celle qui nous importe. On joue à quoi les gars là? Bon, quelque part, ce côté grand bandeau lumineux, plus ou moins en verre plastique, plus ou moins tactile, tout ça, ça donne un petit côté un peu plus moderne à un ensemble de plateformes, ou du moins de tableaux de bord, qui pourrait paraître un brin
austère. Alors évidemment, on a une cylindrée très très noire dans le modèle d'essai qui nous a été confié, mais on a toujours heureusement cette grande dalle lumineuse incurvée qui marche toujours hyper bien. Et heureusement aussi, tu peux changer tes modes de personnalisation. Tu peux avoir le mode personnel, qui est un mode, tu vois, classique, machin bidule. Et tu vas voir quand on va appuyer sur le mode, tiens, on va regarder le mode Digital Art, qui est un mode, une espèce de vomi de truc. Et regarde, wow, tout l'intérieur change. Et si je mets encore un autre mode que je gère par ici, le mode expressif, qui est là pour le coup, est le mode vomi d'alien, moi c'est comme ça que je l'appelle, eh bien regarde, ton vomi d'alien se répand aussi sur les contreportes, c'est un petit peu moins foufou. Par contre, le mode qui est vraiment bien foufou, c'est le mode sport, évidemment, qui quand tu l'actives devient totalement super énervé, super rouge. Donc oui, la nouveauté de l'intérieur de cette BMW i5, c'est cette possibilité tactile, tu vois, de gérer un petit côté à la fois un peu ambiance lumineuse, mais aussi, tu vois, tu peux gérer, bah voilà, typiquement je mets mes warnings, typiquement je vais mettre la max ventilation à l'avant, tais-toi, je peux gérer l'ouverture et la fermeture un peu plus grande, ou du moins la ventilation un peu plus grande ou plus faible de mes ventilateurs, justement, avec toutes ces petits côtés tactiles. Mais dans une série 5 qui se veut quand même être un truc un peu statutaire, un truc un peu routier, un truc un peu au long cours et un truc un peu consensuel, avec des bien grands mots, je sais pas si l'habitué de la série 5 va forcément s'y retrouver tout de suite. Et il s'y retrouvera d'autant moins dans le labyrinthe des menus de l'écran central. Parce que, ok, cet écran central, il est hyper grand, hyper lisible, hyper pratique. En plus, on peut le gérer avec les petites molettes qui en plus sont diamantées, ça évidemment c'est une option. Ça, je crois que ça vaut à peu près 500 €. T'aimes pas, moi je trouve ça chic, ça change, bref. Mais le souci, c'est que tu te retrouves pas forcément hyper facilement dans, tu vois, il y a 1 milliard de menus, il y a 1 milliard d'applications, il y a 1 milliard de trucs pour faire les vitres, les machins, pour régler, il faut avoir un mode d'emploi de l'espace. Donc oui, c'est très cool d'avoir ce grand écran, cette grande dalle numérique qui est hyper lisible, hyper responsive, tu fais tout avec ça. Mais tu fais tellement tout que tu fais presque un peu trop. Et tu t'y perds. Franchement, pour trouver des choses parfois assez simples, il faut vadrouiller dans les menus, dans les sous-menus, dans les applications, avec la molette, avec le truc tactile. Wouh! Il faut mettre un bon temps d'adaptation pour pleinement s'y retrouver et pleinement utiliser toutes les fonctions très nombreuses, peut-être un peu trop nombreuses au passage, de cette BMW i5. Bon, par contre, encore une fois, je te le remontre parce que je trouve ça important de le dire, tu vois, t'as pas forcément des boutons, mais des espèces de trucs avec des retours un peu plus ou moins haptiques. Toc-toc, ça reste des petits boutons, ça reste des pressions et tu as toujours une petite molette de gestion de ton volume de son par ici. Ici, voilà, tu vois, tu peux gérer avec ta molette, clac, 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 comme ça. Tu as des petits crans tout simples. Et puis, idem, au volant, t'as pas de trucs un peu bizarres. Tu te retrouves quand même avec quelque chose de simple, quoi. Tu as des petites molettes, un petit bouton. Voilà, pour gérer ton affichage, tu as toujours une petite molette, un petit bouton, tout va bien. Tu vois, t'as pas de petits boutons, tu sais, avec des retours un peu haptiques bizarres sur le volant, comme chez d'autres concurrents. Pardon, c'est ma toux qui veut pas passer. Donc vraiment, tu as quelque chose de assez épuré au volant, mais quand même, là, je trouve qu'on s'y retrouve relativement facilement. Il y a très peu de fonctions, il y a très peu de trucs qui se mélangent dans tous les sens. C'est régulateur d'un côté, la musique ou l'affichage tête haute de l'autre, enfin l'affichage de l'écran central de navigation et autres par ici. Ça va, tu t'y retrouves pas trop mal. Alors que sur le grand écran, ne fais pas trop ça au volant, hein, sinon tu vas faire la brasse couler assez vite, quoi. Et sinon, côté rangement à l'avant, ça donne quoi? Regarde, hein, c'est pas très compliqué. Voilà, tu as 2 belles aumônières de poche par ici pour ranger de grandes bouteilles. Ça, c'est vraiment cool. Tu en as 2 autres par ici qui sont en plus rétroéclairées, c'est whiz. 2 prises de recharge, comme on dit, à induction. Je ne trouvais plus le mot, mais t'as retrouvé. Ici, les 2 prises USB classiques, USB-C, pardon, pour recharger ce que tu veux. Ici, une petite prise 12 volts type vrai faux allume-cigare. Tu peux mettre 2-3 trucs par ici, genre tes clés. Hop, hop. Tu as une boîte à gants qui s'ouvre par ce petit bouton-là, qui est pleine à ras-bord de petits trucs dans tous les sens. Crac. Et par ici, évidemment, le double aumônière de l'autre côté. Tu le vois par ici, tu peux gérer les réglages de tes sièges, puisque oui, on a des sièges électriques de foufou. Ici, tu règles quoi? Tu règles, tu vois, le siège conducteur. Là, tu peux faire la position de ton siège, réglage confort, c'est un foutoir sans nom. Tu peux le faire tactilement par ici. Tu peux t'enfermer dans ta voiture si tu veux, ou te désenfermer de ta voiture si tu veux. Ici, tu règles
les feux, tu vois, le côté feu de route automatique et surtout les feux anti-brouillard. Quand il y a du brouillard, c'est quand même assez pratique. Pareil par ici, on l'a déjà vu, mais ça tu règles un tout petit peu plus, pas forcément la climatisation, mais au moins l'ouverture et la fermeture et la force de l'air que tu te prends dans la figure. Ici c'est pareil. Et d'ailleurs, les bus de ventilation, elles sont où? Elles sont où? Elles sont ici, et tu les règles comment? Par ce toute petite molette là, tu vois, qui est hyper discrète. Et c'est comme ça que tu règles en haut ou en bas, et tu le vois, t'actionnes, tic tac, ça se voit par ici. Eh bien, tes bus de ventilation, t'en as une ici, t'en as une là, et t'en as une évidemment de l'autre côté. Quoi? Tu veux que je te remontre comment la console centrale elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle regroupe comme fonctionnalité? Bon, c'est pas très nouveau, donc on va se faire ça rapido si tu veux bien. Donc, rien que pour toi, public, ça me fait plaisir de te le remontrer, mais cette console centrale qui peut être flottante, par exemple, sur la BMW iX, tu vois, t'as pas tout ce grand tunnel central de servitude, et c'est beaucoup plus épuré, eh bien, on retrouve quand même à peu près le même genre de truc au milieu, savoir que, par ici, tu vas gérer ton drive, ton neutre et ta marche arrière. Tiens, on va se mettre la marche arrière, si on veut. Maintenant, la voiture n'est pas démarrée, donc on va la démarrer. Démarrons la voiture, crac, elle est allumée. Je mets marche arrière en faisant comme ça, crac, et j'ai accès à mes petites caméras de recul et à ma vue 360. Ça, c'est quand même assez pratique. Tu vois, ça, c'est très très chouette. Ok, une fois qu'on a arrêté notre voiture, on peut se rendre compte que par ici, tu peux gérer quoi? Les aides à la conduite, ça c'est hyper pratique, tu gères. Les réglages de conduite, en fait, c'est des raccourcis. Tu as les aides à la conduite par ici, en particulier les avertisseurs de limiteur de vitesse que tu peux enlever assez vite. Ici, tu gères la propulsion et le châssis. Et l'autre, c'est que tu gères tes recharges assez rapidement. Donc c'est des petits raccourcis, c'est assez pratique ça. Un autre raccourci qui est assez pratique, celui-là, crac, qui te met les caméras d'assistance. Parce que vu le gabarit de la voiture, quand tu fais 2-3 manœuvres, c'est quand même assez pratique d'avoir les caméras. Crac, tu as accès ici au home, retour maison, j'ai envie de te dire. Hop, voilà, quand tu appuies dessus, tu retrouves l'écran, on va dire, de navigation classique. Tes médias, ton téléphone, ta navigation. Et là, un petit bouton retour où tu as accès à tous les trucs que tu veux, puisque là, on était sur le mode recharge. Et avec la molette, tu fais tic, 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 tic. Et tu peux aussi faire tic, 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 clac. Attends, est-ce que tu peux cliquer dessus? Voilà, tu peux accéder facilement, grâce à cette molette-là, à tes menus, quasiment en conduisant. Un conseil, ne le fais pas trop, parce qu'on a vite tendance à faire et c'est un peu dangereux quand même. Et puis, ultime truc sur cette console centrale, le fait que par ici, tu as accès au bouton de volume de ta musique et aussi à 2 petites touches qui te permettent de passer au morceau d'avant ou au morceau d'après sans quitter la route des yeux. Et ça, c'est hyper bien. Ça, c'était pour les places avant de la i5. Passons maintenant à l'arrière. Et le premier truc évident qu'on va remarquer quand on se met à l'arrière de la BMW i5, c'est du fait de son empattement de 3 mètres à l'arrière. T'as de la place quoi, hein. T'as de la place aux jambes, le siège est réglé pour moi-même, je fais toujours 1m82, donc autant dire que j'ai des grandes guiboles, et qu'en général, les passagers arrière, ils sont un peu comme ça derrière moi. Là, ce sera pas du tout le cas. Si tu es derrière moi, tu seras nickel, t'as de la place aux genoux, et puis t'as de la place largement à la tête, ça c'est hyper agréable. Pareil, on se retrouve assez bien installé, je dis assez, pour la simple et bonne raison que je trouve l'assise avec un angle très comme ça, j'ai l'impression d'avoir les genoux très surélevés, c'est assez bizarre. J'ai l'impression d'avoir les fesses qui tombent très bas et c'est pas désagréable, mais j'ai une petite tendance, tu vois, à faire un peu ça pour retrouver un peu de cambrure au dos. J'ai presque envie de dire qu'il faudrait un petit coussin. Alors, est-ce que c'est du fait que l'architecture de cette i5 électrique oblige peut-être à remonter un tout petit peu le plancher ou les banquettes parce que les batteries, elles sont toutes en dessous de nous? Je sais pas, mais en tout cas, l'assise, elle est à la fois confortable, oui, parce qu'il y a de la place aux épaules et on tombe plutôt bien, mais un peu, à mon sens, inconfortable, peut-être sur de la longue distance, parce que du fait de cet angle un peu abrupt entre l'assise de la banquette et le dossier de la banquette, tu as un truc un peu creusé comme ça. Je sais pas si à la longue, c'est pas inconfortable pour les lombaires. Voilà à quoi tu auras accès quand tu seras assis à l'arrière. De moi-même. Tu auras accès à une aumônière. Non, il y en a ni là, ni là. C'est des sièges, puis en plus c'est hyper bizarre parce que c'est très plastique. Tu vois, il y a un truc qui m'embête un tout petit peu dans cette finition de la i5, c'est que tu te sens dans une voiture premium. Oui, bien sûr, il y a du cuir. Oui, voilà, c'est un très beau cuir noir, tout va bien. Il est plutôt bien fini, plutôt moelleux, plutôt accueillant. Mais tout ça fait un peu cheapo. Tu vois, il y a encore ce petit bouton un peu, je sais pas, un peu plastifiant. Heureusement que les fenêtres descendent jusqu'en bas. Ça, j'aime bien. C'est un peu débile, mais moi, perso, je trouve ça chouette de pouvoir mettre mon coude à la portière tranquillement.
hop, tu as toujours cette poignée de porte hyper bizarre qui s'ouvre à l'envers. Je sais pas, c'est très design hein, bien sûr, ça fait des lignes tac-toc machin. Tu as toute cette grosse sono Harman Kardon qui est assez jolie, mais encore une fois, c'est pas du métal, c'est du plastoc. Donc c'est joli hein, à l'œil, mais au toucher, c'est pas hyper premium. Bref, niveau climatisation à l'arrière, ça c'est chouette. On a accès à des sièges chauffants, tu vois qu'on peut voilà, plus ou moins chauffer, et on peut gérer la climatisation à l'arrière de façon assez simple. Par contre, si tu as des enfants en relativement bas âge et quand même en capacité de faire plouc 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 avec la climatisation à l'arrière, comme ça a été mon cas il n'y a pas très longtemps, tu peux te retrouver avec des petites surprises du genre 29 degrés, clim à fond ou l'inverse, assez rapidement. Et le souci, c'est que j'ai pas trouvé comment contrôler de l'avant la clim à l'arrière, ou du moins de la bloquer. Je suis pas persuadé que ce soit possible. En tout cas, j'ai pas trouvé. Donc si tu as des enfants, ça peut être un peu relou. Tant qu'à parler des enfants et des petits détails qui n'en sont pas quand on est parent et qu'on a des enfants en relativement bas âge, les attaches Isofix sont hyper accessibles à l'arrière. Et ça, c'est un vrai très bon point pour cette voiture-là, parce que quand tu mets des sièges auto et qu'il faut que tu te galères à les enlever, à les remettre de temps en temps, ça t'arrive. Ou quand tu es un grand-parent et que tu veux enlever et mettre des sièges auto à l'arrière, cette BMW i5 là, ça se fait nickel, c'est hyper cool. Et en plus, quand tu mets les sièges, les attaches ceinture restent accessibles. Donc pareil, les enfants qui se galèrent un peu et que toi il faut que tu les aides, dans cette voiture-là, il n'y aura pas de problème. Et tant qu'à être complet sur le rayon enfant, le verrouillage, ou du moins la sécurité enfant à l'arrière, se bloque avec une petite pointe ou une petite clé. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit loquet, c'est tellement beaucoup plus simple. Mais bon, ça se fait quand même relativement facilement. Bon, je t'ai parlé de la clim et tu t'en es peut-être aperçu, tu as 2 prises USB-C par ici et tu en as aussi une par ici et une par là, parce que normalement tu dois pouvoir accrocher, crac, ça c'est une option, un petit écran ou un petit support d'écran pour mettre des iPads, des télés ou des anciennes cassettes VHS. Évidemment, qui dit berline au long cours dit accoudoir de grande classe. Bon, il n'est pas hyper grande classe parce que tu as 2 porte-gobelets qui sont là, donc si tu mets tes bouteilles dedans, tu as le coude dedans. Je sais pas, je comprends pas pourquoi vous vous obstinez tous et toutes, les designers et designeuses d'accoudoir arrière, à mettre des porte-gobelets au milieu. Ça sert à rien. Par contre, ça sert pas à rien, le fait de pouvoir facilement accéder au coffre de ta BMW i5 et de pouvoir donc glisser des trucs un peu longs, genre des skis ou des commodes Fluc du Gluck en kit. À l'arrière, tu vois, la visibilité est plutôt bonne, voire même très bonne, parce que tu as vraiment une surface vitrée de l'espace, d'autant que notre modèle d'essai est équipé du fameux toit ouvrant Panoramix. Enfin, il n'est pas vraiment ouvrant, il est juste panoramique, pardon, il faut que je l'articule, c'est un peu mieux, qui est une option à... Je peux le remettre en dessous. Mais du coup, ouais, tu as quand même pas mal de lumière, et si tu as trop de lumière, tu as la petite option qui va bien, qui est hyper chouette et qui te permet d'avoir ce petit pare-soleil là, et encore, ce qui est encore plus mignon, si ce n'est un peu ridicule, c'est ce deuxième petit pare-soleil là, qui n'est pas évident à bien caler, que j'ai failli tout péter encore une fois, voilà, qui te donne une façon d'être peut-être moins vu par l'extérieur, ou du moins d'être moins dérangé par le soleil. Ça aussi, c'est une option à... Et tant qu'à parler de pare-soleil, tu en as même un électrique à l'arrière, mais tu peux pas le gérer de l'arrière, tu peux le gérer que de l'avant. Mais quand il sort, il fait et ça fait pare-soleil électrique à l'arrière. C'est un peu old school ça, je trouve. J'avoue que chacun ses goûts, hein, mais perso, ça fait un peu cheapos. Bon, par contre, du fait de l'architecture un peu multi-moteur de cette BMW série 5, et donc de cette i5 en particulier, tu le vois, je suis en train de te le montrer, il y a un énorme tunnel de servitude qui accueille, je sais pas, par exemple, le fait que tu puisses avoir une transmission intégrale et ou quelques tuyauteries du genre échappement. Et du coup, la 5e place dans une voiture électrique comme celle-là, elle est un peu grévée par ce gros machin-là. Et puis, si tu n'as pas des masses de place au pied en tant que 5e personne, tu sais, la place celui qu'on n'a pas envie d'avoir dans la voiture en général, et son dos, il va prendre un peu cher aussi, parce que l'accoudoir, forcément, il est un peu raidos. Bon, on peut quand même voyager peut-être à 3,5, ou du moins à 2,5 là-dedans, hein, mais c'est mieux de voyager à 2 plus 2. Tu peux mettre un 5e, mais il faut que tu l'aimes pas trop. Tu vas certainement me dire que j'ai été extrêmement mal habitué à avoir testé ces derniers temps des voitures extrêmement luxueuses comme des Rolls-Royce, qui sont pourtant du même groupe que BMW, puisque Rolls-Royce appartient à BMW. Mais je trouve qu'on est quand même ici dans une voiture à un peu plus de 100 000 €. Et il y a quand même beaucoup de plastique partout. Du moins, même visuellement, tu sens que c'est pas très noble tout ça. Regarde. Plastique. Plastique.
Ah, il y a un peu de cuir, mais même ce cuir-là, il fait pas plastique, mais pas loin. Plastique. Un peu de cuir, des petites surpiqûres, ok, mais regarde, plastique. Plastique. Ah! Et puis, si à l'avant, tu as le côté tu sais, ce côté un peu glace, machin bile, bah à l'arrière, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est rien qui continue cette espèce d'ambiance globale, un peu Bon, t'aimes pas, mais ça fait pas trop méga giga premium. Je suis un peu embêté là-dessus. Côté coffre, qu'est-ce que ça donne sur cette BMW i5 E40? Et bien ça donne un truc pas mal. 490 litres, autant te dire que tu peux remettre de la saleté. Des manteaux, des sièges enfants, des sacs à dos, et même un petit sous-coffre par ici où tu vas pouvoir glisser tes câbles de recharge. Pas mal ça, non? Et ce qui est encore plus remarquable dans cette version électrique de la i5, c'est qu'elle ne perd que 20 litres par rapport à son équivalent thermique qui affiche 510 litres de capacité. Non seulement le coffre de cette i5 est plutôt logeable, mais en plus il est facilement chargeable parce que la découpe du coffre est relativement large, relativement grande, et en plus tu le vois, le seuil de chargement il est hyper bas. Pour une berline comme ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Tu n'as pas besoin de soulever comme un âne tes grosses valises et tes gros machins pour les mettre tout au fond du coffre qui est en plus très profond. Je te montre ça. Regarde-moi ça, comment c'est profond. Il faut aller hyper loin pour toucher le fond du coffre et se rendre compte aussi que... C'est vrai les gars, sérieusement, on n'aurait pas pu mettre un peu de moquette là? Ça fait un peu cheap ça, c'est dommage. Au-delà du côté un peu cheap de ça, là, franchement, ça c'est quand même hyper pratique pour baisser les banquettes. Pratique? Oui et non, parce que j'aurais bien aimé éviter de faire ce genre d'action là, à savoir ça et ça, pour enlever toutes mes banquettes et avoir accès à l'intégralité de cet énorme coffre. Parce que oui, ça aussi, ça fait partie du côté un peu premium de la bête. Quand on est premium, on n'aime pas trop faire ce genre de truc. Enfin, je dis ça, je dis rien. Heureusement que pour les grosses feignasses comme moi, le haillon est électrisé et motorisé, et en plus, relativement, 1, silencieux, et 2, rapide. Tant qu'à faire de parler de coffre dans les voitures électriques, normalement, quand tu fais shtik-shtouk, par ici, tu as accès à quoi? Au fameux frunk. Et ben, malheureusement, du fait de l'architecture globale de cette BMW série 5 de 8e génération, du fait que, oui, je te l'ai dit, tu peux avoir des moteurs thermiques là-dessous, et ben, il n'y a pas de frunk. Voilà, il n'y a rien. Il y a un joli cache en plastique avec marqué BMW i, mais il y a... Non, il n'y a pas de frunk. Désolé. Alors pour tester les qualités dynamiques de cette BMW i5, j'ai envie d'essayer dans 2 modes différents. Je vais le mettre en mode personnel, qui est un mode, on va dire, classique, normal, équilibré. Et on va voir déjà ce que ça donne. Déjà, évidemment, la poussée de l'électrique est hyper présente. Le bruit est un peu bizarre. Première très bonne nouvelle, le ressenti de freinage est très naturel. Et pourtant, je m'étais mis en mode B. Je vais enlever le mode B, je vais me mettre en mode drive normal. Deuxième très bonne surprise, rendu hyper agréable, la qualité du ressenti de la direction. Ça, c'est vraiment chouette d'avoir à ce point-là quelque chose de ça. C'est hyper sharp. C'est vraiment très agréable parce que j'ai pas un point milieu hyper flou. Au contraire, tac. Il y a une petite latence quand même, c'est pas scalpélisant non plus, mais c'est hyper chouette. Alors il y a un truc qui participe grandement à la très bonne prise en main de cette BMW i5. Tu vas me dire que c'est un peu débile, mais non, c'est pas si débile que ça, c'est son volant. Avec cette forme un petit peu octogonale bizarre qu'on avait déjà rencontrée sur la BMW iX en particulier, bah là on reprend le même genre de truc avec un espèce de double méplat, plein de formes un peu géométriques qui te permettent, crac, de prendre hyper bien en main notre voiture. Et mine de rien, tu as intérêt à bien la prendre en main parce qu'elle fait quand même 2150 kg, la grosse bête. Et heureusement, ce petit volant-là, bang! Et cette bonne direction-là, bing! Nous permettent d'aller un petit peu plus gaillardement, sans craindre de se faire déborder par ce gros poids-là. Alors mettons en route maintenant le fameux mode sport. Et tu le vois, le mode sport nous demande quelque chose de très précis. Il nous dit conduite sans stabilisation de conduite, désactivation des interventions de la direction pour aide à la conduite en cours. Ça veut dire qu'en gros, on désactive toutes les aides. Donc là, il va falloir qu'on fasse un petit peu attention et qu'on se souvienne qu'on a quand même une voiture qui est 1, relativement lourde, et 2, qui n'est qu'une full propulsion. Donc, sur route un petit peu grasse, un petit peu humide, gaffe les gars quand même, hein. C'est parti. Alors déjà, l'ambiance sonore, c'est pas la même. Ah oui, tout de suite, on ressent beaucoup plus une voiture qu'on a... Ah, la direction, c'est pas vraiment la même, elle est aussi un tout petit peu plus
directe, j'ai envie de dire. Je la sens presque moins assistée. Mais ce qui est vraiment, encore une fois, hyper agréable, c'est qu'on a une voiture normale, surtout à la pédale de frein. Alors la pédale de frein, je mets un petit bémol là-dedans, j'ai une petite sensation qu'il y a une latence un petit peu plus grande que d'autres. En tout cas, on a le mordant un petit peu plus tard. Mais ça va. T'as un ressenti quasi naturel d'une voiture quasi normale. Par contre, cette voiture, oh la vache. Elle envoie les watts quand même. Hein, et pourtant, on n'a pas la version la plus puissante de toutes les i5. On n'a que 340 chevaux sous les pattes. Il y a un truc aussi qui participe grandement à l'impression d'avoir une voiture un peu plus normale et pas une voiture électrique bardée d'électronique et autres. C'est le fait qu'on n'a pas les roues arrière directrices sur notre modèle d'essai. Et du coup, ça lui donne un caractère beaucoup plus classique, beaucoup plus habituel, j'ai envie de dire, et un ressenti surtout en courbe moins diffus. Tu inscris ta voiture du train avant et le train arrière suit en fonction de ta lourdeur de pied droit, si tu vois ce que je veux dire. Mais franchement, les reprises d'appui, elles sont saines. Bon, évidemment, on sent que la voiture est lourde. Ça se ressent surtout sur ces phases de freinage un petit peu appuyées que je viens de faire là. Mais c'est une voiture qui est étonnamment agile du train avant. On la place vraiment bien. Et elle reste équilibrée même à des vitesses au moins à 80 sur petite nationale. Voilà, tu peux, ouais, clairement, j'ai pas peur des mots, tu peux te faire plaisir avec cette voiture-là. Il faut évidemment ne pas oublier qu'une fois de plus, c'est une propulsion. Donc s'il pleut et que tu mets de l'angle de volant et que tu mets un grand coup de gaz, bah forcément ton train arrière il va faire bye bye. De là à dire qu'on pourrait potentiellement faire un peu de drift avec cette voiture-là, ouais. Est-ce que j'ai essayé? Non. Pas du tout mon genre. Il faut évidemment pas trop la brusquer, hein, notre i5, parce que là, tu vois, j'avais un tout petit peu d'angle de volant, j'ai mis un tout petit pied dedans, histoire de, voilà, de juger de ses qualités de reprise d'appui, et on sent que, il faut quand même pas trop lui en demander. Alors après, il y a un truc qui est pas inintéressant et qui est pas trop flippant, c'est que c'est pas une voiture qui va partir d'un seul coup. Tu sens pas la voiture, elle est relativement progressive justement dans ce moment où, voilà, d'un seul coup, le train arrière va se dérober et tu peux le gérer au pied droit. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce que si on va un peu trop loin et qu'on réagit un petit peu violemment aussi, la voiture, quand même, malgré l'absence d'aide, reprend ses appuis de façon neutre et saine. Et ça, c'est plutôt sécurisant. Bon, j'avoue, cette version 100% électrique de la série 5, donc la i5 qui nous a accompagnés pendant cet essai, elle me laisse un peu dubitatif, voire même un peu, tu vois, dans le vent, comme ce que je suis en ce moment. Parce que je la trouve pas hyper giga efficiente, je la trouve pas hyper giga premium, et je me dis que sur des voyages au long cours, cette série 5, elle sera peut-être toujours supra pertinente dans sa version diesel. Par contre, certaines autos moins chic et peut-être moins pertinentes dans leurs équipements sont beaucoup plus efficientes, en particulier sur long trajet. Je te le prouve avec mon essai longue distance justement de la Tesla Model 3 de grande autonomie. Et si c'est un bon gros V8 BMW qui tâche que tu as envie d'entendre, eh ben, le test de la BMW XM est toujours dispo, lui aussi par ici. A tout de suite.